Donc il y a ce côté, c'est pas facile d'allier créativité et rigueur, c'est pas forcément les mêmes gens. C'est pour ça que chez nous, on a des gens qui sont très rigoureux, des gens qui sont très créatifs, et puis on se complète. J'appelle ça l'intelligence collective, et je suis un fan de ça. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Conversation constructive. Nous sommes aujourd'hui à Neuchâtel pour y rencontrer Ercan Opan, directeur du bureau d'ingénieur civil Opan Concept. Nous allons discuter de son parcours, de la durabilité dans l'ingénierie civile et dans la gestion de son entreprise. Salut Ercan, un grand merci pour l'accueil dans tes locaux, ici juste à côté de la gare de Neuchâtel. Tout d'abord, si nos auditeurs souhaitent te contacter, ils peuvent le faire via LinkedIn. Les coordonnées de ton entreprise seront dans la description du podcast. Bonne écoute. Salut Ercan. Salut Miguel. Hello. Salut Sven. Bonjour Sven. Tu es ingénieur civil EPF et avec une spécialisation dans l'énergie et durabilité faite en Australie en 2008 et également membre du conseil d'experts en énergie de la ICIA depuis 2012. Peux-tu nous parler de ton parcours et comment tu as développé un intérêt particulier pour l'énergie et la durabilité ? Alors bien entendu, ça vient de l'enfance, de l'éducation, et donc j'ai des parents qui étaient attentifs aux ressources et qui n'achetaient pas tout le temps des nouvelles choses. Et disons également, pendant mon enfance, j'ai développé, une curiosité pour la nature et un respect pour la nature. Et c'est vrai que aussi après, en voyageant, j'ai été époustouflé par la nature. Et sa force et sa capacité à faire tout ce qu'elle nous offre et nous supporter. Donc c'est parti donc de là, mais disons la récupération était aussi, on ne jetait pas facilement, on était plutôt à réparer. Voilà, ça c'est ce que j'ai hérité de mes parents. Et puis ensuite, comme tu l'as dit, donc j'ai fait le poly à Zurich. Donc j'ai terminé en 1991. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans un bureau d'ingénieur qui était actif dans les infrastructures à Sierre. Et puis j'ai eu de la chance parce que c'était le début de l'informatique et puis ce bureau était très informatisé. Et donc ça m'a, disons, renforcé, enfin ça m'a donné cette opportunité de me frotter aux logiciels de calcul et compagnie qu'on n'avait pas beaucoup utilisé au Poly à l'époque. Et aussi, j'y avais pas grand intérêt, il faut le dire. Et donc, par contre, j'ai beaucoup apprécié cette informatique. Ensuite, on a eu la chance de gagner un concours et le professeur Favre de l'époque au Poly à Lausanne m'a proposé de faire une maîtrise en génie urbain. Donc au Poly à Lausanne, c'est un peu l'équivalent d'un master. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment l'équivalent parce qu'il manque quelques points ECTS. Mais enfin, c'était quelque chose d'assez gros. J'ai même eu le privilège d'avoir une bourse pour ça. Donc en fait, j'ai un diplôme au Poly de Zurich et puis un diplôme au Poly de Lausanne. Alors en quoi c'est aussi intéressant, en dehors de tout ce qu'on a appris, il y avait le professeur Bovy au niveau, donc c'était une maîtrise en génie urbain, donc c'était pour former des gens spécialisés dans le domaine de la ville, en fait, avec tout le côté transport avec le professeur Bovy, tout le côté structure avec le professeur Favre, et tout le côté tunnel, je sais plus qui c'était d'ailleurs. Enfin voilà, donc là j'ai vraiment développé d'autres choses après avoir quelques expériences professionnelles. Et du coup, j'avais un bon bagage, mais aussi je voulais y venir un réseau tant à Zurich qu'à Lausanne. Donc en fait, on fait des connaissances, et ça c'est aussi essentiel pour la suite, pour quand on a des idées et tout, c'est toujours bien de pouvoir compter sur son réseau. Alors ensuite, comme tu l'as dit, 2008, l'Australie, c'est en fait un projet
académique et familiale. Donc en fait, cette année en Australie, je la dois à mon ex-femme un peu qui m'a poussé dans mes retranchements quand elle m'a dit lors de notre mariage, tu m'as promis un voyage exceptionnel. Notre fille, la grande, elle a 13 ans. Maintenant, on y va. Et donc, j'ai souhaité faire d'une pierre deux coups, même d'une pierre, je vais dire 7 coups, parce que ça a été absolument, disons, positif pour énormément de points différents. Et on a organisé ce départ avec nos 3 enfants qui avaient entre 13 et 6 ans. Voilà, donc on est parti là-bas avec juste 2 semaines d'hôtel et une inscription dans une école qui enseignait l'énergie, mais au sens large. J'y reviendrai après. Et donc là, on a trouvé une maison, une voiture, et on s'est fait des amis et on a vécu une année familiale absolument extraordinaire. Et à côté de ça, j'ai appris vraiment énormément de choses dans le domaine de l'énergie, au sens large, comme je le dis. Et le développement durable, il y avait un des modules qui était sur le développement durable, et moi, je me suis vraiment concentré sur le côté suisse. J'ai pris des exemples suisses, j'ai fait un projet dans ce domaine-là. Et du coup, cette durabilité, elle s'est vraiment inscrite en moi. Alors que j'étais déjà convaincu, parce qu'en 2007, juste avant de partir, on s'est mis éco-entreprise. Voilà, donc ça c'est le point. Et puis après, j'ai soumissionné pour cette place de délégué à l'énergie au niveau suisse de la SIA en 2010 pour justement mettre en pratique un peu tout ce background, tout ce savoir ils m'ont engagé. J'étais à 40% à côté de mon activité de directeur du bureau. Donc c'était vraiment une période intense là, 2010-2012. Donc et puis on a créé ce Farhat Énergie, donc ce comité stratégique, disons, dans le domaine de l'énergie, à ce moment-là, avec Adrian Altenburger et Peter Richner, donc qui étaient le président et le vice-président. Puis moi, j'étais un peu la cheville ouvrière. Et puis finalement, quand j'ai arrêté, ils m'ont pris à l'intérieur de ce Farhat, parce que j'avais développé justement de bons réseaux au niveau de la confédération, au niveau des cantons, au niveau des normes, et comme ça. Quand tu es parti en Australie, enfin avec toute la famille, avant de partir, tu as vu l'école que tu voulais faire, t'as vu l'école que tu voulais faire avant, enfin là-bas, ou c'est quand, en arrivant en Australie, tu dis « Ah, cette école m'intéresse, je vais là-bas ». Non, alors c'est clair que c'était disons un postgrad universitaire, hein, c'était Murdoch University, donc c'est clair qu'il a fallu un peu anticiper. C'est vrai que je suis passé un peu vite là-dessus, mais quand on a décidé de partir, on savait pas en fait où on allait aller, et puis c'était un petit peu l'idée de trouver un endroit qui parlait anglais, parce qu'on voulait apprendre l'anglais aux enfants, où il faisait chaud. Donc l'Angleterre c'était exclu pour ma femme. On n'a pas pensé à l'Afrique du Sud. Les États-Unis, on n'a pas voulu y aller parce qu'il y avait Bush au pouvoir. Voilà, pour des questions personnelles, on n'a pas voulu y aller. Donc il restait l'Australie. Puis j'ai vraiment regardé un petit peu tout ce qu'ils offraient en postgrad à ce niveau-là. Et puis je suis tombé sur ce professeur Jennings qui avait fait un parcours, enfin un programme qui tenait compte de la technique, mais aussi des aspects économiques, sous le côté économiste, et puis du côté aussi social et tout ce qui était lié à la législation. Comment on fait une loi et tout ça. Et finalement, j'ai réalisé que ce postgrad était vraiment extrêmement large et intéressant. Et bien que je voulais aller du côté de Sydney, donc la côte est, je me suis renseigné sur cette côte ouest, Western Australia. Hein. Western Australia, c'est aussi grand que l'Europe, et il y a 2,5 millions d'habitants. Donc c'est un truc complètement fou, avec 1,5 million à Perth.
Et donc, ça a été aussi une découverte incroyable. Et puis, en fait, en me renseignant un petit peu, j'ai réalisé que ce serait le paradis pour une année en famille parce que c'est les grands espaces, c'est des choses qu'on n'a pas du tout chez nous, la mer, le sable, et puis le bush, et puis le désert, voilà, donc quelque chose d'exceptionnel pour nous. Et donc je me suis inscrit là. Mais alors il fallait montrer patte blanche à tous les niveaux. C'était pas si simple, et entre autres au niveau de l'anglais. Donc j'ai dû me remettre à niveau et j'ai dû passer un examen, un TOEFL. Là, il fallait je sais plus combien de points, enfin un certain niveau d'anglais. Et puis que j'ai atteint après avoir bossé mon anglais. Donc ça c'était bien. Puis ce que j'ai négligé, c'est l'histoire du visa, parce que j'étais sûr que si on allait comme étudiant, il n'y avait pas besoin de visa. Et puis non, il en fallait un. Donc à la dernière minute, on s'est mis à la recherche d'un visa. Et ça n'a pas été facile, et on l'a obtenu en cours de voyage, parce qu'on est parti, puis on a fait quelques jours à Dubaï pour voir un petit peu ce que c'était ce Dubaï. Et puis on a reçu les visas quand on était à Dubaï, donc vraiment à 2 jours avant de rentrer en Australie. Voilà, c'était quelque chose assez intéressant. Donc Murdoch University, je l'ai choisi via des recherches internet et compagnie. Et puis, il m'avait accepté. Par contre, ce que j'avais pas la certitude, c'est de pouvoir scolariser les enfants. Mais ça s'est très bien passé. Et en Australie, vous avez visité toute la partie, enfin, vous avez fait toute l'île ou que la partie ouest ou la partie est? Donc, on est resté sur Western Australia, parce que tout le monde nous a dit, mais va à Melbourne, va à Sydney, va il y a quoi encore, Canberra, et donc ces coins-là. Mais on a dit, mais pourquoi vouloir toujours aller ailleurs d'où on est? Je veux dire, il y a tellement de choses à découvrir là en Western Australia qu'on a refusé d'aller là-bas. Surtout que Sydney, c'est 4h30 de vol, hein. Donc c'est un truc de fou. Donc c'est comme si tout à coup on se disait mais bon. T'es en Suisse, alors va vite où? En Afrique du Sud presque, hein. Enfin là j'exagère un petit peu, mais en Afrique, au milieu de l'Afrique, donc c'est un peu au Kenya par exemple. Donc on a dit non et on est resté, et puis on avait un petit 4x4, un van, et puis on a parcouru un peu Western Australia, du nord au sud, pendant les vacances des enfants. Et c'était juste magique, des souvenirs inoubliables. Des requins, des méga. Alors pas vu, bien sûr, il y a tout ça, mais je dois dire que bon, qu'est-ce qu'on a vu de mortel sur notre chemin? Je crois que c'était un de ces fameux Black Mamba là, enfin, je sais pas si il s'appelle comme ça, enfin un serpent très dangereux. Mais bon, enfin moi je suis pas quelqu'un de soucieux. Tout s'est bien passé, les enfants sont revenus en pleine santé, nous aussi, avec plein d'expériences, plein d'amis, et un savoir complémentaire. Alors je parlais d'une pierre 7 coups, hein, déjà ça a permis à l'équipe de faire sans moi, de faire ses expériences. Aux clients de se rendre compte que qu'Open Concept, c'est une super équipe. Ensuite, les enfants sont revenus avec l'anglais. Enfin, on est tous revenus avec un anglais supérieur. Alors que les 2 petits, ils n'avaient jamais entendu parler, ils ne savaient pas un mot d'anglais. Ensuite, j'ai fait ce post-grad, donc c'était chouette. Une expérience familiale unique, c'est un jalon dans notre vie à tous, une référence. Et puis un retour plein d'énergie. C'est cool. Et en revenant pour l'ingénieur civil, pour un ingénieur civil, la durabilité et l'énergie, c'est quoi? Ça signifie quoi? Alors, justement, je pense que je parlais de ce programme, de ce projet, de ce professeur Jennings, ça m'a... Comme il n'y avait pas que le côté technique de dimensionner des installations, alors aujourd'hui on veut être autonome, hein. Moi j'ai appris à être autonome, enfin à faire des installations autonomes là-bas, parce que le réseau électrique il va pas partout.
Hein, quand on a 2,5 millions, enfin 1 million d'habitants qui sont répartis dans quelque chose de grand comme l'Europe, vous pouvez pas tirer une ligne partout. Donc il y a beaucoup de locaux, enfin de personnes qui ont des installations indépendantes avec le solaire, l'éolien et des batteries. Voilà, donc par exemple, ça c'était le côté un peu technique. Après, il y avait tout ce côté économiste, parce que l'économie, en fait, c'est une science sociale. C'est pas la finance, hein. Disons, j'ai découvert ça là-bas, c'est pour ça que je me permets de vous en parler, parce que comme ingénieur civil, pour moi, économiste, c'est le fric, et puis voilà. Mais non, c'est le comportement de l'humain face à l'argent. Hein, donc c'est une science sociale, et donc on a étudié les différentes théories d'économistes, aussi cette libéralisation de l'électricité. Enfin, il y avait tout ce côté-là. On nous a parlé des prix Nobel en économie et tout. Donc pour un ingénieur civil, c'était un monde complètement inconnu. Et puis après, il y avait tout le côté social, et de se rendre compte que finalement les guerres, elles sont liées aux ressources, et beaucoup aux ressources énergétiques, et que ce pétrole qui a fait la différence dans la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, enfin, comme les Allemands n'avaient pas accès au pétrole, ils étaient énergétiquement beaucoup plus faibles. Et bon, heureusement, dans le cas présent. Et donc, ces réalités sociales, la pauvreté énergétique, enfin, qu'il faut penser à beaucoup de choses. Et donc, c'était orienté society, economy et la technique. Et puis, donc je suis revenu avec une vision qui était plus une vision d'ingénieur sur l'énergie, et le développement durable, mais quelque chose de très transverse. Et en fait, moi, j'adore ça. J'adore être transverse. J'aime pas les silos. Donc, j'ai une vision de l'énergie et du développement durable extrêmement transverse. Mais je pense que c'est un peu particulier, parce qu'un ingénieur civil pourrait avoir une vision extrêmement matricielle et technique, et liée aux chiffres et aux concepts et aux hypothèses de l'énergie. Alors voilà, donc je pense pouvoir prétendre que j'ai cette vision vraiment transversale, holistique. Hein. J'ai appris le mot holistique pendant mes études, et c'est un mot que j'adore. Tu peux définir les holistiques? C'est quoi? Holistique, ça veut dire qu'on prend compte de tout. Hein. Donc ça veut dire grande hauteur de vol, analyse de tout ce qui influence. Hein. J'ai aussi appris à faire des mind maps en Australie, parce que justement c'était très 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 compliqué. Et je me souviens avoir travaillé dans le domaine du développement durable sur des réflexions avec des feedbacks positifs, négatifs et compagnie. Je veux dire, c'est hyper complexe. Et donc, d'être holistique, ça ne veut pas dire qu'on est complexe, mais ça veut dire qu'on essaye de tenir compte de tout. Avec les incertitudes, évidemment, il y est. Et je pense que aussi d'apprendre qu'il n'y a pas une solution qui est juste, en fait. Hein. Ça dépend tellement de ce qui se passe, de où vous êtes, de comment les gens réagissent et compagnie. Et donc, il n'y a pas en tout cas un résultat à la virgule qui est juste. Ça n'existe pas. Donc, holistique, ça veut dire de prendre en compte tous les éléments. Et en fait, c'est les éléments du développement durable. Hein. C'est l'environnement, la société et l'économie. Et puis, justement, t'as quitté, on va dire, ou tu t'es éloigné de Open Concept pendant une année pour faire cette formation. Et en interne, vous avez quand même l'entreprise qui a bien fonctionné durant cette période. Tu as pu voir que l'équipe s'en est bien sortie. On a vu que sur le site internet, vous avez une devise qui est oser, évaluer et décider. Et puis aussi une équation du succès qui est créativité plus rigueur égale qualité. Tu peux un peu nous expliquer d'où ça vient et puis comment ça se matérialise dans, on va dire, votre façon de travailler, et puis s'il y a un lien avec justement
une approche un peu plus systémique ou globale dans la résolution de problèmes? Alors, oser, évaluer, décider, ça date, je pense, de 2003 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a 20 ans, qui était en moi dès le départ. Alors, oser, c'est ce côté créatif, c'est ce qui nous permet de sortir du cadre, out of the box. Donc ça, j'adore, ne pas me fixer avec des contraintes pour réfléchir. Alors, on peut faire des variantes très diverses et compagnie, et oser. Et donc, c'est le côté oser, là, c'est la créativité, la force des idées. Et puis après, évaluer. Alors, évaluer, on se met à table, on se dit, mais peut-être qu'on a un peu trop exagéré dans le brainstorm et compagnie. Donc, c'est d'évaluer la pertinence. Est-ce qu'il y a un morceau de l'idée, toute l'idée, ou comme ça, ou faire une analyse, disons, multicritère. Et évidemment, souvent avec le maître de l'ouvrage, parce que c'est tout ça, c'est pour satisfaire le maître de l'ouvrage, pour servir notre maître de l'ouvrage. Et ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment fondamental. Et puis, donc, évaluer. Et puis après, décider. Décider, ça a l'air tellement trivial, mais c'est fondamental, parce que sans décider, on n'avance pas. Et je me souviens de certaines séances où on sort, où on a décidé de rien décider. C'est les pires séances pour moi, parce que moi j'aime qu'on avance. Rien n'est marqué dans le marbre, mais au moins on avance. Et nous, on essaye d'aider nos maîtres de l'ouvrage à décider. C'est pour ça aussi qu'on est bas mot. Alors on essaie de les conseiller et tout pour qu'ils puissent décider pour, si possible, la meilleure solution, la solution pragmatique, si possible simple aussi. Donc c'est un peu de là. Alors ça, je vous ai parlé aussi de nos maîtres de l'ouvrage, mais des fois, en interne, comme chef d'entreprise, on peut l'appliquer complètement, et puis après, on ose avec la direction, le conseil d'administration, on évalue, et puis après, on décide. Et puis je pense que ça a été une de nos forces, c'est d'arriver à avancer en décidant et en avançant. D'ailleurs, je connais une femme qui a fait un doctorat sur son papa, sur l'importance des décisions dans une entreprise, et puis elle disait qu'il devait prendre une dizaine de décisions par jour, et qu'en fait c'est un truc permanent. Et ce qui fait aussi un bon chef, c'est que c'est quelqu'un qui décide. Voilà, donc ça c'est oser, évaluer, décider. Un petit peu l'explication de tout ça. Puis après, en fait, l'équation à succès. Alors l'équation à succès, elle est un peu plus récente. Je cherchais à trouver un peu les fondamentaux, les valeurs d'Open Concept. J'avais demandé un petit peu à tous nos collaborateurs de donner quelques adjectifs ou non pour définir Open Concept. Et puis on en est arrivé à cette équation créativité plus rigueur égale qualité. La créativité, de nouveau, on peut retrouver le oser. Puis après la rigueur, pour évaluer, il y a besoin de cette rigueur, un peu de structure pour que les gens nous suivent, parce que sinon on nous perd. Donc cette rigueur, et puis un ingénieur civil, il se doit d'être rigoureux. On prend des risques, on doit justifier, donc ça doit être traçable et compagnie. Donc il y a ce côté, c'est pas facile d'allier créativité et rigueur, c'est pas forcément les mêmes gens. C'est pour ça que chez nous, on a des gens qui sont très rigoureux, des gens qui sont très créatifs, et puis on se complète. J'appelle ça l'intelligence collective, et je suis un fan de ça. Alors, et puis après, le résultat, c'est la qualité. La qualité, c'est celle qu'on veut offrir à nos maîtres de l'ouvrage, à nos clients. Et c'est des gens qui apprécient cette qualité. C'est toujours la qualité, tout le monde peut dire qu'on fait de la qualité. Mais enfin, moi, j'ai cette fierté d'avoir fait maintenant 28 ans à la tête de cette entreprise, 27, pardon, sans aucun cas de RC, de responsabilité civile. Donc,
enfin voilà, il y a une part de chance évidemment, mais la chance ça se provoque. Et puis pour moi là, cette qualité elle est fondamentale. La qualité et le service. Puis on parlait d'intelligence collective, ça c'était en 2001, donc c'était encore avant. On avait dit le 1 plus 1 égale 3. Hein, donc c'était à un moment donné, on s'était mis avec un collègue, qui est devenu un associé, donc quelqu'un qui a 20 ans de plus que moi. Moi j'avais 30 ans, lui il en avait 50. On a lié nos entreprises, enfin j'avais racheté son entreprise et puis il nous a joints et là on avait utilisé le slogan 1 plus 1 égale 3. Donc c'est l'objectif aussi dans tout ce qu'on fait en interne du bureau, tant aussi avec le client, arriver à dépasser l'addition de nos compétences mutuelles. La notion de durabilité, ça fait depuis combien de temps que tu l'as intégrée dans ton bureau? Plus ou moins. Depuis 15, 20 ans, depuis mais on peut dire un peu sans le savoir, depuis le début, c'est-à-dire que j'ai repris ce bureau de mon papa qu'il avait fondé en 1978. Lui travaillait beaucoup dans le bâtiment, enfin voilà, un petit bureau, ils ont été maximum 4-5. Puis moi, quand j'ai pris ce bureau, j'étais seul. Et puis, dès le départ, j'ai essayé de faire mon boulot le mieux possible, de manière, si possible, durable. Et puis après, la croissance de cette entreprise montre qu'il y avait déjà un état d'esprit de durabilité. Et puis ensuite, je dois dire que ce qui a vraiment fait le déclic de faire en 2007 d'Open Concept, une entreprise éco-entreprise, on était le premier bureau d'ingénieurs éco-entreprise en Suisse, c'est Monsieur Marthaler, qui est conseiller d'État, donc l'importance quand même des pouvoirs publics, qui avait imposé pour les appels d'offres publics qu'on décrive un peu ce qu'on faisait dans le domaine social, dans le domaine environnemental. Puis il fallait chaque fois redire les choses, sauf si on était éco-entreprise. Et puis alors là, c'était bon, on passait. Et du coup, je me suis dit, moi, je vais pas chaque fois expliquer quelque chose. Je vais faire cette démarche et puis voyons ce que c'est. Et puis, en 2007, on a obtenu en plus cette certification et juste après, je suis parti donc en Australie pour toute cette formation. Et donc une entreprise, ce déclic, il a été multiple. Donc je pense qu'il était là, sans en avoir complètement conscience. Ensuite, on l'a couplé un peu à ISO 9001. Et puis donc ça a été un espèce de truc qui était intrinsèque à notre bureau. Voilà, donc c'est comme ça que je peux te répondre. Puis après, de plus en plus, ça a pris, bon, avec une part de risque, parce que en 2000, de 2010, moi je voulais faire des bilans carbone. Hein. Quand je suis rentré, c'était mon truc, mais enfin, quand je parlais de bilan carbone, on me prenait pour un perché, quoi, complet. Alors j'en ai pas fait un d'ailleurs, je crois que le premier que j'ai fait, c'était il y a 2 ans, disons. Puis après, de faire des trucs pour la gloire, disons, moi je devais quand même faire tourner ce bureau. Donc vu que personne voulait en faire, moi j'en avais fait un pour moi personnellement à l'époque en Australie. Mais disons, c'est des choses qu'on a mis en place au fur et à mesure. Et puis disons, ce qui a fait la différence, c'est que ensuite on a été mandaté pour faire une analyse de tous les standards de durabilité dans les infrastructures en Suisse et dans l'Europe, voire non dans le monde. On a été jusqu'en Amérique. Et puis on a fait une espèce de benchmark comme ça. On a fait une première étape avec des recommandations et tout. Et puis ensuite, ça c'était le premier mandat. Puis après, le deuxième mandat, c'était vraiment de développer ce SNBS infrastructure qui est né qui a été publié en 2020. Et puis là, disons, ce travail-là m'a mis complètement à l'intérieur de ce que c'était la durabilité pour des infrastructures.
Et puis de manière sérieuse, il a fallu sortir ces 75 indicateurs basés sur la SIA 112.2, dont on reparlera après. Quand tu es revenu d'Australie avec tout ce concept de, entre guillemets, durabilité ou autre énergie, comment ils ont réagi tes collaborateurs ou tes clients par rapport à cette nouvelle vision, cette nouvelle approche? Je pense que tout le monde a trouvé ça courageux, intéressant. Peut-être qu'il y en a qui ont trouvé ça un peu futile, je sais pas, mais disons de manière générale, bon, dans le bureau, voilà, c'est le boss, il a fait son truc, mais tout le monde est, disons, des gens qui sont venus après 2008 se sentaient moins part de l'équipe que ceux qui ont vécu 2008. Où ils ont dû se serrer les coudes. Puis le point fort aussi, c'était que ils ont du coup vu que ce que j'apportais, et ils étaient contents que je rentre. C'était déjà un bon point. Maintenant, concernant cette durabilité, ils ont suivi, ils sont intéressés, ils ont écouté, et puis de fil en aiguille, on a fait une réputation là autour, parce qu'on essayait de l'amener et de l'intégrer dès le départ dans nos activités. Donc, justement, tu as dit éco-entreprise en 2007. Ensuite, il y a eu Neutre en carbone en 2009. Le prix Pride de Neuchâtel en 2010. Ouais, ça fait beaucoup de choses dans ce sens-là, en tout cas beaucoup d'énergie. Qu'est-ce qui a été amélioré, on va dire, depuis parce que justement, quand on fait éco-entreprise, si je me souviens bien, c'est un premier bilan au début de qu'est-ce qu'on a déjà fait, qu'est-ce qu'on peut améliorer, puis après, il y a un petit peu une amélioration continue qu'il faudrait faire. Quelles ont été les étapes après ça pour l'entreprise? Ou qu'est-ce que ça a changé, on va dire, dans l'entreprise, cette mise en place? Disons alors à l'intérieur parce qu'il y a deux aspects. Il y a à l'intérieur de l'entreprise où là on a une maîtrise complète et un pouvoir de décision justement. Et puis après il y a tout sur tous les projets. Alors en fait ça a été un peu tout le temps un ping-pong un peu entre ça, entre les deux. Mais dans l'entreprise, disons, c'est cette réflexion permanente du bien-être des collaborateurs, donc tout ce côté social. Après le côté environnemental, une espèce de plan de mobilité. Disons, c'est pas par hasard qu'on est ici à Neuchâtel, à 2 pas de la gare, parce que, disons, les collaborateurs, ils viennent pas en voiture individuelle. Disons, il y a pas de place de parc pour les collaborateurs, ou presque. Il y en a quand même 2 qui ont une place de parc, mais c'est sur 40, c'est vraiment des exceptions. Donc rien que par là, il y a ce côté environnemental qui est respecté. Ensuite, par exemple, on était chauffé au mazout. Moi, j'ai proposé de passer au gaz, mais c'est passé déjà 20-25% avec la même quantité d'énergie et de CO2 en moins. Donc ça, c'est ces éléments. On essaye d'acheter tout le temps soit du recyclé, soit aussi de toujours réfléchir à la quantité d'énergie liée à la aux machines ou à l'éclairage et tous ces éléments-là. Donc ça c'était en interne vraiment du bureau. Et puis alors, pour les clients, ça a mis jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est pas encore complètement là, parce qu'il y a des clients où on a un peu, je vois mes collaborateurs, ils sont un peu mal à l'aise encore de proposer, de dire, mais écoutez, on pourrait faire une analyse SNDS ou quelque chose, amener quelque chose, parce qu'il y a des clients, ils sont très, voilà, ils ont leurs idées, et puis c'est comme ça, puis pas autrement. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment ongoing. On doit continuer d'aller dans ce sens. Et même maintenant qu'il y a ce SNDS infrastructure, la démarche est extrêmement structurée, quoi. Donc on peut considérer ça presque comme une checklist, alors qu'avant on l'avait pas. Hein, donc on faisait toujours attention à beaucoup de choses.
mais c'était pas aussi bien structuré et donc facile pour le collaborateur de vendre cette prestation, ou disons de vendre ou de proposer plutôt que de vendre. Et parce que évidemment, ça aussi, j'ai dû me rendre compte que tout ce que j'ai fait comme études et comme expérience et à la SIA et tout ça, je veux dire, j'étais le seul à l'avoir. Et moi, j'ai toujours un peu cette impression que tout le monde en sait autant que moi. C'est un des problèmes de temps en temps, ça crée un petit peu des petites tensions parce que les gens ne sont évidemment pas dans ma tête. Et ça fait maintenant, je sais pas, 7-8 ans que je me lève systématiquement et puis j'écris mes idées et j'essaie de me mettre sur le whiteboard ce que j'ai dans la tête. Et puis là, ça fonctionne bien et puis les gens suivent. Alors voilà, puis là maintenant, ça fait 2 ans, par exemple, on dirige un projet Offrou pilote dans le domaine de la durabilité. Il y a des offices cantonaux qui nous demandent de former leurs chefs de projet. La filiale 1, la même chose, avec le SNBS, déjà des introductions comme ça. Il y a même des concurrents qui m'ont demandé ça, qui ont fait aussi un benchmark et qui ont dit non, mais le SNBS, c'est ce qu'il nous faut. Et puis pas des petits, voilà. Donc ça fait plaisir cette reconnaissance de ce SNBS. Et aujourd'hui, nous on vend du conseil lié à ce SNBS. Donc c'est notre outil de travail. Mais comme on l'a créé avec évidemment, il y avait toute une équipe, il y avait un Steuerungsgruppe, il y avait donc un groupe de pilotage avec des grands et un groupe d'accompagnement. Donc on n'était pas tout seul, mais disons on était la cheville ouvrière de tout ça. Donc on l'a en nous, plus toutes les expériences qu'on a eues jusqu'à présent, ça fait qu'on a vraiment un avantage. Et aujourd'hui, on est, disons, ça amène, je vois, le respect, alors qu'au début, j'étais un peu comme dit, j'étais un peu le perché de service, quoi. Peut-être qu'on pourrait dire, c'est quoi le SNBS, juste rapidement, très rapidement. Alors le SNBS infrastructure, c'est un outil d'évaluation qui permet d'évaluer la durabilité d'un projet ou d'en fixer des cibles. Donc il y a un catalogue de critères et il y a 75 donc il y a 75 indicateurs regroupés dans 35 critères. Et puis pour finir sur les 3 domaines fondamentaux de la durabilité, société, environnement et économie. Donc, mais ça permet de concrétiser un petit peu les choses. Il y a aussi un petit outil Excel qui aide à tracer nos réflexions à côté de ça. Et donc, c'est un outil aujourd'hui qui est vraiment reconnu au niveau suisse. Il y a même récemment le conseiller national Wasserfallen, qui est président d'Infra, cette association des entrepreneurs qui font de l'infrastructure, qui a dit ne réinventez pas la roue, elle existe. Et puis ils ont montré ce fameux graphique de résultats de ce SNBS. Donc voilà, c'est un outil qui est à disposition de tout le monde, gratuit. Vous tapez un SNBS infrastructure, vous téléchargez le PDF, vous avez vos 120 pages, vous pouvez les imprimer. Si vous le souhaitez, vous le gardez. Donc il y a vraiment, c'est aussi un excellent outil de communication. Alors, tu as dit que en 2007, tu as eu la certification éco-entreprise, c'est ça? Je me rappelle bien. Et alors maintenant, il y a plein de certifications, mais maintenant, comment t'as choisi cette certification? Pour quelles raisons? Parce que toutes ces certifications, forcément, ils ont des protocoles différents, d'autres protocoles, où ils ont des notations un peu différentes. Pourquoi avoir choisi spécialement cette certification? Peut-être que c'était l'unique à cette époque-là. Bon, éco-entreprise, c'était vraiment un peu la première qui existait. Bon, il y avait 14001, ISO 14001, mais c'est purement environnemental. C'est pas, il y a pas les 2 autres piliers du développement durable.
Et puis j'aimais bien ce côté de nouveau holistique, un peu large de cette certification. Puis après, elle a gagné en clientèle aussi. Hein. Il y a énormément de bureaux qui sont aujourd'hui certifiés. Alors, et puis maintenant, nous, on est éco-entreprise excellence depuis 2015, c'est-à-dire qu'on a une moyenne de plus que 80% des objectifs atteints. On a continué d'évoluer et de s'améliorer. Alors ça, c'était pour ce qui était éco-entreprise. Ensuite, alors climate neutral, disons, c'est un peu nous qui l'avons inventé parce que en fait, ça n'existait pas. C'était la start-up MyClimate qui, sauf erreur, en 2007 ou en 2008 a commencé, c'était une équipe du Poly de Zurich qui ont lancé ça, et c'était des manières de compenser ces émissions carbone. Alors avant de les compenser, il faut déjà les compter. Donc nous, on a fait cet effort en 2009 de compter. On a vu ce qu'on émettait comme CO2. Et puis on a compensé par des projets de MyClimate. Et puis on a continué comme ça depuis aujourd'hui. Alors on est à peu près à 1 tonne de CO2 émis par collaborateur. Ce qui est bien, parce qu'en général, les entreprises de services, elles sont plutôt autour de 2, 3. Donc ça comprend aussi tout la pendularité et compagnie. Donc ça, c'est pour ce qui est de climate neutral. Aujourd'hui, je dois dire que c'est vraiment aussi une grande fierté d'avoir en 2009. Et puis là, c'est vraiment un truc, il n'y a pas le conseil d'administration, il n'y a personne, pas de la direction. Moi, j'ai décidé, je veux qu'on fasse ça. Et puis aujourd'hui, je peux dire, ça fait bientôt 15 ans qu'on avait aussi une manière de prouver qu'on avait conscience de cette problématique. Et d'ailleurs, je suis revenu d'Australie même pas mal ébranlé, parce que la conscience que gentiment le monde est en train de prendre par rapport à ces problèmes climatiques, moi, j'en avais pris la conscience en 2008. En étudiant, c'est parce qu'évidemment, intrinsèquement lié à l'énergie, il y avait les problèmes de CO2. Voilà, donc c'est quelque chose auquel j'ai toujours fait attention. Après, c'est clair que quand on a l'impression d'être un peu tout seul à avoir compris quelque chose, je m'en suis un petit peu détaché, mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'être encore plus fort du coup. Voilà, donc ça c'était. Puis après, on n'a pas parlé de ce prix Pride en 2010. C'est le canton de Neuchâtel qui donnait un prix à l'entreprise la plus durable du canton. Et puis on a eu le privilège, la chance, enfin je sais pas, l'honneur en tout cas, d'avoir été élu comme disons entreprise. La plus durable. C'était le prix neuchâtelois développement durable dans les entreprises, quelque chose comme ça. Donc c'était la 2e édition. On a gagné cette 2e édition. Ouais, donc c'était vraiment une reconnaissance du canton de dire on est conscient qu'il y a eu un effort qui a été fait, c'est une vraie démarche. Et puis ils ont reconnu ça en fait. Ouais. Il y avait un investissement, une idée, une stratégie qui était là derrière. Et puis je pense que ce que j'ai fait aussi avec ma famille, c'était vraiment un truc, une expérience durable. Hein, ça nous a renforcés. Et puis d'offrir une langue aux enfants et nous de la maîtriser mieux. C'est clairement quelque chose. Hein. La formation, pour moi, ça fait complètement partie de la durabilité. Mais d'ailleurs, j'ai vu passer dernièrement un appel d'offres où la partie formation continue, en fait, était évaluée des entreprises. Et justement, il y a des points où, par exemple, si l'entreprise, dans les, 3 dernières années, a offert la possibilité à ses employés de faire... alors, ce que je trouve un peu dommage, c'est tout ce qui est formation diplômante. Donc, si tu as fait un CAS, un DAS ou un MAS en emploi, financé ou cofinancé par l'entreprise, en fait, tu peux avoir un certain nombre de points sur l'offre. Donc, il y a quand même de plus en plus ce genre de démarche, je trouve, qui arrive. Donc, dans la partie sociétale, comme tu dis, les gens commencent à prendre conscience de ça.
trouve que c'est des choses qui, encore quelques années en arrière, on ne voyait pas. Tout à fait. Après, ça pose justement des questions un peu pénibles, mais je trouve un chapeau à ces maîtres de l'ouvrage, parce que je pense que ça va clairement dans le bon sens et ça donne des signaux, comme le signal de Martha Allaire qui disait il faut décrire ce que vous faites pour la société, pour l'environnement, et puis ça a débouché sur Éco-entreprise. Là, on dit mais vraiment formez vos collaborateurs et compagnie. Alors, pour nous, ça peut poser un petit problème, c'est qu'en fait, dans ce domaine de la durabilité dans les infrastructures, on est un peu expert, on est un peu leader et compagnie. Alors, on doit trouver le bon moyen pour prouver qu'on forme aussi en interne. Alors, il y a des formations spécifiques, mais c'est aussi une formation de tous les jours, parce que on a ça dans notre ADN, quoi. Quel conseil tu pourrais donner aux entreprises qui souhaitent justement partir dans cette direction durable et tout ça, est-ce qu'ils doivent tous être un peu certifiés, suivre des suivre des certifications, ou peut-être plus s'engager dans des formations spécialisées dans l'énergie? Enfin, quels sont les conseils que tu pourrais donner aux entreprises qui veulent justement aller dans cette direction-là? Bon, il faut être convaincu. Et puis, qui c'est qui doit être convaincu? C'est le top management. Et puis, il faut un peu mettre de l'énergie et du budget là-dedans. Ça doit être porté justement par le top management. Finalement, nous, on avait réfléchi d'avoir au sein du bureau un intégrateur du développement durable. Et puis finalement, on a dit, mais non, c'est nous tous les intégrateurs. On doit l'avoir en nous, parce que Alors après, il peut y avoir des spécialistes un peu plus dans un domaine, un peu plus dans l'autre, ou de manière générale, les seniors d'apporter quelque chose aux juniors. Mais ça doit partir du haut. Et puis ça doit être convaincu, quoi. On doit être convaincu du pourquoi. Et après, c'est clair que je vois, les ingénieurs civils, on a un peu cette réputation de bétonneur comme ça, un peu monomaniaque. Et j'ai toujours été très heurté dans mes convictions et dans ma manière de voir le génie civil. Mais je dois dire que il y a quelque chose de vrai quand même, un peu là derrière. Malheureusement, mais je vois là les gens évoluent. Et qui c'est qui me disait, c'était un client, il m'a dit mais un patron qui se met pas à la durabilité, il faut qu'il ait à apprendre à jouer du piano. Donc ça voulait bien dire ce que ça veut dire, hein, qu'il va bientôt changer de boulot. D'ailleurs, on voit avec la politique, Madame Sommaruga, après Madame Leuthard, elle a vraiment changé un petit peu l'état d'esprit. Et puis, M. Rotlisberger, je pense qu'il a dû un peu suer, parce que on passe un peu d'une extrême à l'autre. Et lui, il doit se mettre à la suite de ce que le chef politique souhaite. Et puis, on voit, il y a certains points qui étaient tabous, qui deviennent un must aujourd'hui, avec la décision justement du top management, qui dans ce cas présent est un conseiller fédéral. Ouais, puis je pense qu'aussi au niveau d'une entreprise, maintenant, on parle souvent de la gestion des talents, de comment on fait pour garder des gens motivés, comment on attire des gens en entreprise. Il y a aussi beaucoup plus, je trouve, alors, c'est peut-être dans toutes les générations, mais en tout cas dans les jeunes qui postulent, il y a un intérêt, je trouve, pour ces thématiques-là, une vraie volonté de faire quelque chose dans ce sens-là. Donc une entreprise qui a cette sensibilité, elle va tout d'un coup se retrouver, je pense, en haut de la pile des entreprises, on va dire, intéressantes pour pas mal de candidats. Et puis, est-ce que, les entreprises qui ont peut-être pas une vraie démarche, ils vont tout de suite être mis en lumière, ou plutôt démasqués. Et puis les gens vont simplement quitter. Donc on peut pas non plus faire du greenwashing, on va dire, à tout va, comme peut-être il y a encore quelques années en arrière. Maintenant, les gens, ils demandent vraiment des actions. Donc là aussi, s'il y a une démarche qui date depuis longtemps, avant que ce soit tendance, je pense que c'est aussi joli pour l'image de l'entreprise.
Tu as tout à fait raison. Disons, pour nous, on met toujours ça en évidence, alors, pour nos clients, mais aussi pour recruter ou pour garder, parce que ça met, justement, ça oblige à être un peu transversal et donc à rendre le métier encore plus intéressant qu'il l'est déjà, quoi. Donc, Puis après, il faut aussi l'incarner. Enfin, tout ce concept-là, je veux dire, quand tu... L'incarner, puis tout ce qui est cohérence, comme tu dis, de choisir volontairement des locaux sous gare parce que c'est à proximité, de dire peut-être déjà au recrutement, nous on n'a pas de place de parc, c'est une volonté de l'entreprise que les gens viennent en transport public, puis après pour les déplacements chantiers on trouve une autre solution, mais c'est une réflexion mobilité globale, effectivement ça c'est de la cohérence par rapport à ça. Alors nous, on a des entreprises, des voitures d'entreprise, pardon. On en a 4, dont 2 électriques, puis on a des panneaux solaires sur le toit du bureau, et donc on charge ces véhicules avec ces panneaux. Donc clairement, et ça fonctionne extrêmement bien. Il y a les réservations et compagnie. On a un vélo électrique, on a un scooter, et puis on se débrouille très bien avec ça. Mais comment tu le communiques envers tes employés, puis envers tes collaborateurs ou envers tes clients, cette notion, comment tu l'incarnes, comment tu communiques toi avec les autres? Mais je suis juste moi-même. Finalement, tu vois, c'est parce que, comme je te dis, ça vient depuis mon enfance. Puis après mes expériences que j'ai vues, je vais parler de voyage. Donc j'ai énormément voyagé dans ma vie, dont 8 mois en Amérique centrale puis du Sud en backpack. Et ça, à 25 ans, ça a été une expérience vraiment tellement enrichissante aussi de la confiance en l'humain, à la bonté générale des gens, à la beauté de la nature, cette diversité aussi, à voir qu'il y a des gens qui vivent tellement différemment sur cette terre et ils vivent, je pense en moyenne, pas plus heureux ni malheureux, peut-être même un peu plus heureux, va savoir. Et de voir aussi cette simplicité, cette possibilité de vivre simplement quand on a ce qu'il faut pour manger. Et puis qu'on est en sécurité, parce que c'est dans ça on voit aujourd'hui, avec le pouvoir de l'argent, il y a tout à coup des fois des insécurités qui se mettent en place, ou cette volonté de pouvoir tout simple qui est terrible en fait. Voilà, donc Tu l'incarnes naturellement, quoi. exactement. Donc ça vient de moi. Donc je sais pas que, disons, parce que ça serait trop compliqué de penser tout le temps. Hein, c'est de penser à comment faire, et donc parce qu'aussi la pensée, on doit un petit peu la structurer. Alors on se prépare, mais dans des domaines un peu spécifiques. Mais voilà, donc moi je pense que les gens sont aussi convaincus parce qu'ils le voient que c'est en moi, quoi. Puis c'est pas quelque chose que j'ai rajouté avec un coup de peinture, et puis de dessous, c'est pas comme ça, quoi. Puis tu as dit que tu as beaucoup voyagé. Lors des 50 ans, en 2018, tu as fait un voyage du demi-siècle, si je veux dire ça. Puis, pendant ce voyage, tu as fait un petit projet qui s'appelle Clean Island. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Alors c'est vrai qu'après 6 mois de voyage un peu partout dans le monde, encore une fois, j'ai été absolument époustouflé par la gentillesse des gens, par la diversité. Et par contre, j'ai été, on va dire, épouvanté, effrayé par le plastique et les déchets qui traînent partout. Beaucoup dans la mer aussi, qui est amené par la mer. Et donc ça, vraiment, ça a été un peu, je sais pas comment dire, mais quelque chose qui m'a révolté. Et puis en fin de voyage aux Philippines, je suis tombé, j'ai habité quelques jours,
sur une île qui s'appelait Alad. Enfin, qui s'appelle toujours d'ailleurs. Et puis, j'ai connu aussi une dame qui parlait parfaitement anglais, qui avait la tête sur les épaules et compagnie. Et puis, elle m'a fait faire un tour de l'île. Puis là, de nouveau, j'ai trouvé ces déchets, ce plastique et tout. Et il y a un manque de conscience aussi de la population qu'il faut pas en mettre partout, mais aussi la mer qui amène tout le temps. Puis l'île, elle avait une dimension, elle fait quoi, 2 kilomètres par an à peu près, donc une dimension humaine. Et puis je lui ai proposé de lui donner un petit boulot qui serait de faire que cette île, avec cette vision, que ce soit l'île la plus propre des Philippines. Et puis elle a accepté. Puis l'idée, c'était aussi de faire participer d'autres, et puis donc de payer, si vous voulez, pour des kilos de plastique, de récupérer dans la nature. Alors déjà, il a fallu fixer un petit peu le prix de ce kilo de plastique. Donc il y avait un junkman qui était là. Donc j'ai vu un petit peu les prix qu'il pratiquait pour des trucs qu'il récupérait, qu'il arrivait à revendre. Il fallait pas être plus haut parce que sinon je pétait son business. Donc ça, c'était aussi quelque chose auquel il fallait faire attention. Et j'ai lancé donc ce projet qui existe toujours. Donc et puis l'idée, ça a été ensuite. Donc ça a été l'initial. Donc il y avait une partie du budget pour la payer elle à 50%, et puis l'autre pour payer les déchets. Et puis de fil en aiguille, on a créé des petites îles à droite à gauche. Donc chaque fois que je vais un peu en voyage, j'essaie d'en créer. Donc on en a créé en Turquie. Moi j'en ai une juste entre ici et le McDonald's avec une magnifique vue. Il y a tout le temps plein de déchets. Donc ça, c'est ma petite île à moi. Donc je ramasse les déchets des sauvages qui laissent leur chenille traîner à Neuchâtel. Et puis quelqu'un qui en a fait une à Bienne, quelqu'un qui en a fait une à Zurich. Puis il y a un site internet qui s'appelle cleanisland.org, donc en un mot. Clean Islands avec S à la fin. Et puis donc l'idée, c'était de faire un projet bottom-up, donc plein de petites îles. Si chacun s'occupe de sa petite île, on pourrait rêver d'un monde propre, complètement propre, avec des gens qui s'engagent comme ça. Donc c'était un peu la vision. Et puis ce projet, il est un peu en stand-by maintenant. Ça fait 2 ans que j'ai pas tellement pu m'en occuper, bien que aux Philippines, ça se poursuit. Mais j'aimerais bien un peu le booster, entre autres avec le Rotary et des choses de ce type-là. On verra comment ça progresse. Mais enfin, voilà. Donc, créez votre île. Chez vous ou à l'étranger, et puis donc le seul que j'ai payé en fait, c'est celui des Philippines. Les autres, c'est des gens de leur bonne volonté qui bossent là-dessus. Donc je trouve que c'est aussi important qu'il n'y ait pas trop d'argent qui circule, parce que l'argent il déséquilibre un petit peu les choses. Merci d'avoir écouté la première partie de cette interview avec Ercan Opan. On le remercie de cette conversation plus que constructive et on espère que ça t'a plu. Si tu as des conseils, des thèmes ou des personnes que tu aimerais entendre, n'hésite pas à nous le faire savoir. Sur ce, à bientôt.